Bonsoir à tous, c'est Hype, l'épisode 3. On vous remercie d'être toujours là pour nous écouter. Ça fait plaisir. On a des échanges avec vous sur les réseaux sociaux tout au long de la semaine et les retours sont plutôt beaux. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Donc ça fait très très plaisir. J'enchaîne rapidement parce qu'on a un très très gros programme cette semaine. On a nos 5 sports majeurs réunis et on va essayer d'aborder toute l'actualité des sports US comme on le fait habituellement, avec précision. Avant de me lancer sur le programme et de présenter les membres de la team Hype du soir, je voulais remercier notre infographiste Raphaël qui fait un taf monstrueux chaque semaine pour nous produire des templates tout aussi adaptés à ce qu'on demande les unes que les autres. Donc ça fait vraiment plaisir. Merci Raph pour tout ton boulot. Et puis, qui sait, on t'invitera aussi un jour sur l'émission pour que tu puisses voilà, donner ton point de vue sur les sports US. Voilà. Donc, remerciement étant fait, je voulais vous présenter, puisqu'on a un invité aujourd'hui, un champion de MLS, le premier invité de Hype cette saison. Il s'appelle Jordi Delem. Comment vas-tu, Jordi? Jordi, est-ce que tu m'entends? Oui, je vous entends. Salut. Comment va, Jordi? Merci d'être là. Merci de nous accorder un petit peu de ton temps. On sait que tu es en off-season. Oui, pas de souci. Comment ça va pour toi? Eh bien, ça va bien, merci. Après une bonne saison pour toutes les Raptors, bien méritée. Oui, c'est clair que c'est une bonne saison. Quand on arrive jusqu'au titre de MLS, ça peut être qu'une bonne saison. Jordi, on va prendre le temps de se poser un peu, parler de ta saison avec Frédéric Picon. Mais je voulais d'abord te présenter rapidement pour les gens qui ne te connaissent pas. Tu es martiniquais, né à Fort-de-France. Tu as 26 ans, tu mesures 1m80 et tu es polyvalent. On va dire que tu as été formé en tant que milieu de terrain défensif, hein, si je me trompe pas. Et, Voilà, c'est ça. et tu es notamment passé par Arles-Avignon en métropole. Tout est Bon, parfait. ouais, parfait. Mais écoute, Jordi, bouge pas. Je vais te présenter la team Hype du soir. Pose-toi, je sais pas où tu es, si tu es à la plage ou dans ton canapé, mais voilà, prends le temps de t'asseoir et puis j'espère que tu passeras Ok, un ça bon marche. petit moment avec nous. Fred, tiens, je vais te présenter Frédéric Picon que tu connais bien parce que je crois que c'est ton manager en sélection de Martinique. Fred va Voilà, c'est t'accompagner ça. sur la MLS. Comment vas-tu, Fred? Ouais, ça va, bah, tout va bien, impeccable, avec Do- le beau temps, le super temps de Parisien, tout va bien. Ah, le chambreur. Bon, ok, cool. Merci d'être là, Fred. Tu étais retenu la semaine dernière pour tes obligations avec RMC. On t'accueille avec plaisir sur cette troisième édition. On accueille Jordi. Je te présente également Martin. Martin qui est journaliste rédacteur pour The Strikeout et qui va avec nous parler de baseball, hein. C'est bien ça, Martin? Je crois qu'il y a des grosses signatures en ce moment, hein. Exactement, il y a eu pas mal de sous en MLB récemment dépensés la semaine dernière notamment. Et ravi de participer à cette nouvelle émission Hype et de représenter l'équipe The Strikeout. Bah, écoute, parfait, on est ravis de t'avoir aussi, Martin. On enchaîne avec la NHL. Charles, l'homme de Canal+, et d'Eurosport sur la NHL, commentateur, présentateur. Charles, avec toi, on va faire un petit tour d'horizon des Français dans la Ligue, hein. Je crois qu'ils sont au nombre de 3. Et on va faire un peu le bilan de leur saison. Salut Sylvain, salut tout le monde. Oui, effectivement, on va faire le bilan, un petit peu le point de cette première partie de saison sur les trois Français, Pierre-Édouard Bellemare, Alexandre Texier et Antoine Roussel. Eh ben, on va être très, très, très attentif, puisque les 3, je crois voilà, ils ont pour ambition d'aller prendre une coupe Stanley, donc on va essayer de suivre ça avec attention. La NFL, donc l'alter ego de Peter, Benjamin Bernard, qui est aussi l'une des voix du Red Zone sur Beansport. Comment va, Benjamin? Eh ben, bonsoir messieurs, bonsoir à toutes et à tous qui nous écoutez, ça va super bien. Je suis très content de rejoindre cette belle aventure pour parler de NFL bien sûr, mais réagir aussi sur les autres ligues parce que rien que sur l'année civile, j'ai eu la chance de commenter de la MLB, de la NBA et de la MLS, donc ça tombe bien. L'homme est polyvalent, l'homme est très très polyvalent. Il y en a un autre pardon, qui va très bien en NFL, Benjamin, c'est Lamar Jackson, hein. Je crois que Ah oui, je crois que ce soir nous allons pouvoir parler, si vous me permettez messieurs, du cas Lamar. Voilà, comme ça c'est fait.
on te le permet, il y a énormément de choses à dire et je crois que c'est pas fini. Et on conclura l'émission avec un gros sujet, un gros dossier NBA, puisque vous n'êtes pas censé savoir que la NBA veut s'internationaliser, en tout cas s'internationalise pardon, de plus en plus. Un match à Paris est prévu le 24 janvier prochain. C'est Angelo et Melvin qui vont nous en parler. Comment allez-vous, messieurs? Bonsoir. Bonsoir à tous. Une fois de plus, back dans les bacs, épisode 3. Ravi d'être là. Monsieur a des velléités de rappeur, on dirait. On doit représenter pour les MC français qui nous ont marqué, tu sais. Bah, t'as raison. Bon, on a fait le tour. Commençons. Tiens, Martin, si t'es prêt, si tu te sens Allez, bien. on est parti. Allez. Eh ben, écoute, on t'écoute. Les grosses signatures, je crois que c'est des signatures records. Strasbourg, Exactement. Cole, Rendon, les trois. Donc, il y a 2 lanceurs parmi les 3 noms. Exact. Et les 3 ont signé pour des montants Ah. records. On peut dire qu'ils ont tous les trois braqué la banque. Gerrit Cole, juste pour rappeler, il vient de signer 324 millions sur 9 ans avec les fameux New York de Yankees. Donc c'est un des plus gros contrats jamais signés dans toute l'histoire de la MLB, le 2e pour être exact. Son comparse de lancer Steven Strasburg a lui signé un petit contrat, 245 millions. Sur 7 ans avec Washington. Et son ancien coéquipier, Anthony Rendon, un joueur de 3e base, a lui aussi signé pour 245 millions sur 7 ans, mais cette fois lui avec les Los Angeles Angels. Donc voilà, là on a trois grosses signatures pour juste la semaine dernière. Hein. J'ai une première question, moi. On parle de contrat record. Ça veut dire que on n'aura pas d'autres contrats à l'avenir qui vont être de cette. Vu comme les prix s'envolent, on sera jamais sûr des prix qui vont tomber. Mais par exemple, la grande star du baseball, Mike Trout, lui, il a pas signé un contrat, il a re-signé un contrat avec les Los Angeles Angels. Il a signé un contrat total de 426 millions de dollars sur 12 ans, ce qui fait une moyenne à peu près de 35 millions de dollars par an, et c'est quand même lui la plus grosse star du baseball actuellement. Après, on n'est pas à l'abri qu'une ou deux pépites qui sont en train de sortir des centres de formation des différents clubs ne signent pas un énorme contrat, mais là pour l'instant on est quand même dans le panier haut des joueurs qui signent des gros contrats, quoi. Donc avec la MLB on n'est jamais à l'abri de rien, mais je pense qu'on va quand même atteindre une certaine limite à un moment donné, quoi. Alors, j'ai 2 questions, dont une Moi aussi, j'ai une question. qui provient des auditeurs. La première, c'est est-ce que tu peux nous expliquer comment on peut arriver à de telles sommes? Est-ce qu'aujourd'hui, un Cole, entre guillemets, de par ce qu'il a amené au baseball et de par ce qu'il fait au quotidien, mérite un contrat? Et qu'est-ce qu'il a fait? Quel titre il a? Quel statut il a dans la ligue pour mériter un tel contrat? Ce qui est étonnant avec Gerrit Cole, c'est qu'il y a 2 ans, il était juste considéré comme un lanceur à gros potentiel. On ne le voyait pas comme une énorme star. Mais c'est depuis qu'il est arrivé à Houston, qu'il a été transféré à Houston il y a 2 ans, il a vraiment pris une toute autre ampleur avec cette équipe des Astros. Juste pour cette année, je vais vous donner une statistique. Le garçon, il n'a pas perdu un match entre le 22 mai et la fin de la saison régulière. Donc, sachant que la saison de baseball commence en avril, je vous laisse un peu situer le niveau du garçon. Il a fini 2e au titre du trophée de meilleur lanceur de sa ligue, juste derrière son coéquipier Justin Verlander. Donc on est vraiment sur une saison exceptionnelle de Gerrit Cole. Et donc on peut dire qu'il a sorti la saison de sa vie au meilleur moment, puisqu'il était agent libre à la fin de cet exercice. Et les Yankees se sont évidemment jetés sur l'occasion de signer une star. Et il faut rappeler que Gerrit Cole, il a que 29 ans. Et donc c'est encore assez très très jeune dans le milieu du baseball, puisqu'un lanceur peut lancer jusqu'à 40 ans et plus. Donc il est vraiment dans son prime, et c'était le moment ou jamais pour signer Gerrit Cole. Et il y avait tellement de monde dessus que les Yankees ont dit bon allez, on y va, on met le max sur Gerrit Cole, et au moins on en a pour 9 ans avec lui, quoi. Ok, très bien. Fred, tu avais une question, je crois, pour Martin? Ouais, Martin, j'avais une question, c'était justement par rapport aux transferts, parce que nous, les transferts dans le football, c'est jusqu'à 6 ans, on va dire, maximum. Mais là, j'entends des 9 ans, des 12 ans. Est-ce que ça arrivait qu'il y a par exemple, il y a un joueur qui signe pendant 2 ans, il lui restait 7 ans de contrat. Comment ça se passe? Est-ce que le club qui veut l'acheter, il lui rachète les 7 ans de contrat qui restent? Comment ça se passe? Généralement, en fait, les joueurs signent un contrat avec les franchises.
Ouais, Et en fait, il signe un contrat à l'année. Donc, par exemple, là, pour donner l'exemple, Gerrit Cole, il est à 36 millions l'année. Et donc, en d'accord. gros, s'il est transféré au cours d'une saison, il part avec son contrat, en fait. C'est-à-dire que l'équipe doit récupérer le contrat que le joueur a signé. Et donc, par exemple, si les Yankees en ont marre de Gerrit Cole, ils vont devoir transférer le joueur et ses 36 millions avec pour les X années qui resteront sur son contrat. D'accord. Et donc, ça Waouh. peut représenter une grosse. Et c'est pour ça que plus les joueurs vieillissent et avec des gros contrats, plus ça peut être compliqué justement de les transférer parce que c'est un énorme coût dans la masse salariale des clubs Ouais. des tels montants. Donc, en gros, pour te Faut répondre être à ta sûr. question, voilà, exactement. Et c'est pour ça qu'il y a quelques joueurs qui restent du coup dans leur club alors qu'ils pourraient être dans d'autres clubs à cause de leur contrat. D'accord, ok. Parfait, merci Martin. Ça m'amène à Il n'y te a pas de poser souci. aussi une question sur un peu plus générale sur la santé financière de la ligue, pour qu'on comprenne Oui. bien comment cette ligue arrive à offrir, à générer de telles sommes d'argent et aussi à offrir des contrats Bah, aussi importants. c'est vrai que quand on pense au sport américain, on pense pas tout de suite à la ligue MLB en termes d'argent, d'économie. Pourtant, c'est la deuxième ligue la plus rentable des sports US derrière la NFL, si je me trompe pas. Et Mhm. c'est parce qu'en fait, la MLB a un impact important à l'international, notamment dans les pays sud-américains où c'est très très suivi, et même dans les pays asiatiques où c'est vraiment la MLB et leurs championnats respectifs sont vraiment très très suivis. Et du coup, forcément, ça apporte beaucoup de marché dans ces clubs et ça fait beaucoup d'audience et ça rapporte beaucoup de sous, quoi, en fait, tout simplement. Mhm. Et Les matchs sont mais diffusés sur quelles antennes Mais bah, justement, j'allais y venir. En fait, à l'inverse je pense, des autres sports, la majorité, il y a beaucoup de matchs dans une saison de baseball. Il y en a plus de 150. Du Mhm. coup, ça fait beaucoup de matchs. Donc, ils ne peuvent pas être tous diffusés sur les antennes nationales, ESPN, Fox, etc. Et Mhm. donc, en fait, c'est les petites chaînes locales de ces grandes chaînes qui en profitent et qui diffusent tous les matchs. Par exemple, il y a Fox Houston, il y a Fox, et chaque grande chaîne diffuse tous les matchs d'une franchise. D'accord. Et du coup, les téléspectateurs sont très très fidèles dans ces chaînes, et c'est grâce à cette fidélité que les prix des droits des retransmissions télé explosent. Par exemple, j'ai une petite anecdote. Mhm. Les Yankees, ils ont vu que c'était un marché tellement juteux, ils ont racheté leur chaîne locale pour pouvoir en faire ce qu'ils veulent. Ils ont racheté la Ah oui, chaîne locale d'accord. Yes Network, et du coup, D'accord. comme ça, ils peuvent contrôler tout ce qui se diffuse. Et c'est vraiment là où on voit que la MLB est vraiment à part, c'est que bah, c'est chaque franchise va négocier directement avec la TV locale qui va diffuser tous ces matchs pour des montants de plus en plus fous. Mhm. Et l'avantage de ces petites chaînes, c'est qu'elles sont diffusées sur le League Pass. Donc je sais pas comment ça marche à la NBA ou la NFL dans les League Pass différents, si c'est les grandes chaînes ou pas. Mais en MLB, en fait, on peut choisir de regarder son équipe sur sa chaîne locale. C'est-à-dire, par exemple, si les Yankees jouent contre les Mets, on peut regarder le match du côté de la chaîne locale Yankees ou de la chaîne du côté des Mets. Et donc c'est D'accord. tout ce petit marché mis bout à bout Génère encore génère plus de énormément, cash. énormément, énormément, énormément d'argent. D'accord, Et très bien. et plus l'exportation internationale qui rapporte aussi pas mal de sous, et on se rend compte que c'est vraiment un secteur qui marche vraiment pas mal, et on laisse approuve, après ça donne des contrats de toujours plus gros. Ok, bah c'est assez Et clair. Oui, vas-y, je t'en prie. si je peux me permettre une dernière pour montrer les chiffres que la MLB marche très bien, il y a eu les London Series l'année dernière, Mhm. et ça a été l'événement MLB le plus rentable en termes de produits dérivés pour la MLB, parce qu'il y a eu tellement de produits dérivés à Londres, Mhm. ça en est devenu un événement important. Du coup, ils ont renouvelé l'expérience pour cette année. Et c'est la plus grosse affluence de la MLB depuis 2003, US compris. Il y a eu plus de 120 000 spectateurs sur les 2 jours, 60 000 sur les 2 jours. Ça a fait guichet fermé, et donc ça a été une vraie réussite. On pourrait s'attendre à de plus en plus de matchs exportés, un peu à l'image de la NBA et de la NFL. Et donc il y a encore pas D'accord. mal de marge de manœuvre pour la MLB dans ce sens. Ok, bah écoute, on va suivre ça. Merci pour ces précisions. Jordi, est-ce qu'il est là, Jordi? Oui, oui, Ouais. je suis là. À quoi ça te fait penser quand tu entends les montants des contrats signés en MLB? C'est vraiment quelque chose de fou. C'est vraiment la justification que les Américains font tout minutieusement, en fait. Ils sont très malins. Ils sont très malins, oui. Bon, ils sont très business. Mhm. Ils savent développer son plan Exact. marketing, Ils savent exploiter leurs produits. le moins de marché. Exact. Bon, bah écoute, on souhaite peut-être que la MLS rejoigne un peu ces chiffres dans quelques années, hein. Ah C'est pas ouais, impossible, ce hein. serait super, ça. Ok, bon, Charles,
NHL, Yes. allons-y. On a 3 Français dans la ligue, hein, je crois bien, avec des profils différents et des ambitions, Exact. par contre, uniques. Celle d'aller décrocher la Coupe Stanley et d'être le deuxième Français après Cristobal Huet à remporter un titre. Hein, c'est bien ça. Hein. Ouais, bah en tout cas, ça va mettre plus ou moins de temps selon les joueurs, selon leur situation actuelle. En tout cas, ils vont bien, ils vont même très bien. Je vais commencer par le plus âgé, Pierre-Edouard Bellemare, joueur de centre défensif de l'Avalanche du Colorado. Alors, ce qui est marrant avec lui, c'est que ce n'était pas du tout le cas. Toute sa carrière, il était parmi les meilleurs attaquants en Suède avant de débarquer tard en NHL à l'âge de 29 ans. Il en a actuellement 34. Alors, quand il est arrivé à Philadelphie, il a dû changer son style de jeu pour se faire une place dans la Ligue nord-américaine et ainsi devenir un joueur essentiel défensivement parmi les meilleurs de la Ligue nationale. C'est-à-dire, c'est un joueur de centre défensif, c'est-à-dire qu'il affronte les meilleurs attaquants de la Ligue. Lui, doit les contenir. Il a changé d'équipe cet été, puisqu'il évoluait la saison dernière avec les Golden Knights de Las Vegas, franchise avec laquelle il s'est hissé jusqu'en finale il y a 2 saisons. Oui, voilà, on en avait parlé un petit peu la semaine dernière. Donc il a signé cet été avec l'Avalanche du Colorado, et là aussi une franchise très forte qui progresse d'année en année et qui est pour le moment deuxième de la conférence Ouest. C'est la plus grande chance française cette saison pour succéder au légendaire Cristobal Huet, champion avec les Blackhawks en 2010. Alors pour le moment, sur le plan individuel, tout va bien pour lui. Il a déjà inscrit 10 points en 32 matchs, alors que son record de points sur une saison est de 16 en 72 matchs. Sauf tremblement de terre, il devrait battre son record cette saison. Et pour info, il a joué 417 matchs en NHL, mais ce n'est pas le Français qui a joué le plus de matchs dans la Ligue nationale. Je pense à un autre qui est d'ailleurs dans la Ligue actuellement, c'est Antoine Roussel, un autre trentenaire qui en est à 484, jamais drafté, lui non plus. Il a dû travailler dur, plus dur que les autres peut-être pour arriver là où il en est. C'est un joueur respecté, craint, parce qu'il est très physique, il n'a pas peur de jeter les gants, ça signifie se battre, parce qu'on a le droit de se battre en NHL, avec certaines règles quand même. C'est le genre de joueur qui met de l'énergie dans un match, il patine fort, il met des mises en échec. Cette situation cette saison est un petit peu particulière parce qu'il revient tout juste d'une grosse blessure. Il s'est fait les croisés en fin de saison dernière, mais il revient fort, très fort, avec 3 buts, 1 passe en 6 matchs. Pour la coupe, ça risque d'être compliqué cette saison parce qu'il évolue dans une équipe jeune qui a côtoyé les bas-fonds de la Ligue ces dernières années. Ouais, exactement. Une équipe jeune, talentueuse, mais qui a besoin peut-être d'un petit peu de temps pour aller chercher une bague. Mais en tout cas, ils sont déjà à la lutte pour les playoffs cette saison, mais pour aller au bout, ça risque d'être compliqué. Bon, il reste un Français à voir, il s'agit d'Alexandre Texier. Lui, pour le coup, est très jeune, à peine 20 ans, et énormément de talent. C'est peut-être le plus gros espoir français de l'histoire. En tout cas, il a fait une entrée en matière fracassante en fin de saison dernière, puisqu'il marquera son premier but NHL au bout de son 2e match seulement. C'est en toute fin de saison, juste avant les playoffs. Il va participer et marquer de son empreinte d'ailleurs le premier tour où il inscrira 3 points en 4 matchs face au Lightning de Tampa Bay. L'équipe qui était ultra favorite la saison dernière pour aller chercher la coupe, finalement les Blue Jackets vont sortir au 2e tour. Mais cette saison, Texier il joue sa première saison pleine en NHL et il progresse après des débuts assez timides, on va dire. Pour l'instant, il en est à 10 points en 29 matchs, mais surtout, il reste sur une super série de 5 points en 5 matchs. On peut dire que c'est une montée en puissance pour lui. Le hic, alors, c'est que les cadres sont partis après l'élimination en play-off la saison dernière. Du coup, Columbus est un club en reconstruction d'un point de vue collectif et il va falloir patienter pour redevenir une franchise prétendante comme la saison dernière. Mais le point positif, c'est que Texier va bénéficier d'un très bon temps de jeu et qu'il va évoluer sur les meilleures lignes offensives de cette équipe des Blue Jackets. Alors, si on peut faire un bilan de ces 3 joueurs, Bellemare a une vraie chance cette saison d'aller au bout avec l'Avalanche du Colorado. Attention aux Canucks de Roussel qui progressent
et qui peuvent être playoffables cette saison. Et à partir du moment en NHL que vous êtes playoffable, tout peut arriver. On l'a vu la saison dernière avec les Blues de Saint-Louis qui étaient derniers au mois de janvier, quasiment à la mi-saison, et qui ont réussi à remporter la Coupe Stanley. Ils sont montés en puissance au fur et à mesure de la saison. Et pour Texier et les Blue Jackets, on va très probablement faire une croix sur les playoffs cette saison, mais on continue de progresser, je parle individuellement pour lui. En tout cas, les attentes en France autour de lui sont énormes. Un peu comme Tony Parker en NBA à ses débuts. Peut-être qu'il fera grandir l'intérêt de la NHL en France. En tout cas, les grands médias français n'ont pas manqué de parler de lui la saison dernière lorsqu'il a fait ses premières apparitions et notamment en play-off. Ouais, alors pas une question sur les jeunes Français qui sont actuellement en NHL, mais plus sur les jeunes joueurs français qui ont l'ambition d'aller en NHL. Si on compare avec la NBA, on sait que ça fait maintenant, je sais pas, entre 10 et 15 ans qu'on a toujours à peu près 10 Français au minimum en NBA. Et on sait qu'il y a plusieurs chemins pour arriver en NBA. Vous pouvez passer par la case université américaine, ou vous pouvez faire vos classes en Pro A ou en Europe avant d'être drafté. Est-ce qu'on peut espérer avoir plus de joueurs français en NHL dans les années futures? Et s'il y a une voie royale, laquelle ça serait? Est-ce que c'est plus jouer en Europe, ou est-ce que ce serait plus passer par les universités américaines? Alors oui, déjà pourquoi? Parce que la ligue française, qui est relativement faible comparée aux autres ligues européennes, je parle de la ligue suédoise, finlandaise, est en progression constante. Donc voilà, et Alexandre Texier, lui, c'est la preuve que cette ligue française monte, parce que lui, il vient des Brûleurs de Loup de Grenoble. Bon, après, il n'est pas allé directement en NHL, il a été drafté, et ensuite il a joué, je crois, 2 saisons en Suède avant d'aller en NHL. La voie royale, oui, c'est d'aller jouer en Finlande, en Suède, comme ça a été le cas pour Pierre-Edouard Bellemare qui a fait ses classes en Suède avant d'aller très tard en NHL, ou alors d'aller jouer très très jeune en Amérique du Nord comme Antoine Roussel. Mais oui, ça semble essentiel de passer par une grosse ligue européenne ou américaine avant d'aller intégrer la NHL. Si vous n'avez pas de questions, messieurs, moi j'en ai une dernière pour toi, Charles. Tu parlais de Tony Parker et du possible parcours un peu similaire d'Alexandre. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui à un joueur comme lui pour être glorifié, starifié comme Tony Parker a pu l'être en son temps? Ça va Est-ce qu'il dépendre faut de lui. gagner, Hein. est-ce qu'il Tony faut Parker gagner était, ou est-ce qu'il faut être aussi connecté avec la France comme Tony Parker a été connecté avec la France pour voilà, justement exactement. partager un peu son succès, quoi. C'est ça, exactement. Tony Parker, il a fait des émissions très jeunes pour la France. Lui, il faut qu'il ait cette volonté-là aussi de vouloir faire grandir le sport en France. Je pense que pour le moment, c'est pas son but, c'est pas sa volonté. Lui, il pense à grandir sur le plan personnel et d'abord à s'installer dans la Ligue nationale. Bon, pour l'instant, il a des débuts extrêmement prometteurs, mais cette ligue est extrêmement compétitive. Donc voilà, je pense qu'il pense d'abord à s'installer et ensuite on verra. Mais oui, c'est vrai que Tony Parker tout de suite a été ouvert aux médias français et va falloir qu'il le soit aussi. Affaire à suivre, Alexandre. C'est clair que c'est une vraie pépite de ce sport qui, à mon avis, manquera pas de faire parler de lui. Si vous voulez bien, messieurs, on enchaîne. Je sais que Jordi est là en Martinique et attend patiemment. Jordi, tu suis un peu la NHL, le hockey, ou pas du tout? Ça t'intéresse pas trop? Ça m'arrive de temps en temps. Ça t'arrive de temps en temps? Ouais, je suis pas professionnel, mais bon, je regarde. Tu regardes, ok, ça roule. Fred est toujours avec nous. Fred, Jordi, on va parler un peu d'MLS, de Seattle Sounders notamment. Fred, on rappelle que tu as joué pour les Timbers de Portland. Tu n'as pas fini de ta carrière, mais tu as fait quelques matchs avec eux. Jordi, j'ai une première question pour toi. On rappelle ton parcours, donc tu es passé par Arles-Avignon. Ensuite, je crois que ça s'est pas très bien terminé avec Arles-Avignon, puisque le club a déposé le bilan, je crois, et tu as dû retourner en Martinique. Tu as dû retourner en Martinique. Et à la suite de ton retour, comment tu as choisi d'aller en MLS? Comment tu es arrivé en fait sur ce championnat? En fait, il y a eu une détection pour les joueurs du bassin caribéen. Et à laquelle bien sûr j'ai participé. Et comme c'est en ce temps-là, c'était l'entraîneur de l'équipe 2 de Seattle qui faisait la détection.
Donc, il a voulu me faire signer. Donc, je lui ai tapé à l'œil, on va dire. Il m'a fait signer pour son équipe directement. Et puis, j'ai gravi les échelons. Et me voilà aujourd'hui avec l'équipe 1. Ok, je crois que tu as fait quelques matchs d'abord en Division 2 avec l'équipe affiliée au Thunder, c'est ça? Je crois 19 matchs en 2016 avant de Voilà, t'imposer c'est ça. réellement dans le groupe, dans le groupe pro, on va dire, et l'équipe 1, hein, c'est ça? Hein. Voilà, c'est ça. En fait, au début, il m'a fait signer pour l'équipe 2 Ouais. avec la promesse que si je faisais une bonne saison, l'année suivante, j'allais intégrer le groupe de l'équipe première. Et ça a été chose faite. Ok, et comment s'est passée cette intégration au sein du club? Est-ce que ça a été tout de suite voilà, une bénédiction d'arriver aux États-Unis et de jouer au foot? Ou est-ce que finalement tu t'es un peu posé les questions de savoir pourquoi j'étais là? Ou est-ce que j'avais pas l'intérêt d'essayer de poursuivre ma carrière en France? Non, pas du tout, puisque c'était une opportunité pour moi de signer mon premier contrat professionnel, chose dont j'ai toujours rêvé. Donc, je me suis dit pourquoi pas foncer. Après, j'ai été bien intégré parce que malgré tout, Seattle, il y a de bonnes personnes. C'est un club familial, donc ils m'ont bien aidé et j'ai rencontré de superbes personnes. Bons amis m'ont permis de bien m'intégrer rapidement. Ok. Ok. Est-ce que tu peux peut-être nous parler de la mentalité, voire de la philosophie du soccer aux États-Unis? Est-ce qu'il y a des éléments bien particuliers qui changent de ce qu'on peut nous connaître en Europe? Est-ce que on sait qu'en NBA, voilà, le basket européen et le basket américain ont des philosophies et des approches complètement différentes? Est-ce que on pourrait aussi avoir ces mêmes oppositions dans le foot, enfin dans le soccer, pardon, aux États-Unis? Mais déjà, c'est différent. Bon, la mentalité, on va dire, pour tous les clubs, c'est pas vraiment de gagner, Ah, puisque c'est aussi d'accord, une mentalité de business. C'est un peu d'accord, paradoxal, mais c'est la vérité. d'accord. Et puis, au niveau du jeu, c'est plus spectacle. Maintenant, ça commence à changer, à évoluer. On vise la gagne, mais on peut remarquer que c'est plus spectacle pour le public. Bon, des fois, c'est déplaisant, mais bon, c'est la mentalité de là-bas, donc on est obligé de s'y faire. D'accord, ok. Bon, c'est assez Il curieux. faut rappeler, il Vas-y, faut vas-y, rappeler Fred. qu'en fait, en MLS, il n'y a pas de descente et de montée. Donc c'est peut-être pour ça que quelquefois Exact. on a des clubs, dans certains clubs, le premier but, c'est vraiment de faire en sorte que le marketing marche à fond. De stabiliser la franchise, quoi, de la développer. Voilà, de stabiliser la franchise et de jouer à fond la carte du marketing. D'accord. Et Fred, est-ce que tu peux nous dire où en est Seattle à ce niveau-là? On sait que le développement marketing et financier des clubs évolue à la hausse. Où est-ce qu'en est Seattle par rapport à il y a quelques années, par rapport à la situation de d'autres franchises en MLS? Est-ce que c'est un club qui fait partie des tops ou est-ce que c'est un club qui aspire à faire partie des tops? Non, c'est un club, les Seattle, ça a toujours été un club qui fait partie des tops. Sur les dernières années, on voit quand même qu'ils sont souvent déjà, ils font souvent les playoffs, et puis après, ils se retrouvent quand même assez souvent dans le dernier carré. Et c'est un club qui est en devenir, et surtout, un club qui a aussi arrive à attirer des grands joueurs. Et on se souvient de Dempsey qui jouait à Tottenham, qui est venu dans ce club-là. Et je pense que DMC, il y avait Freddy Ljungberg aussi, non? Freddy Ljungberg, Obafemi Freddie Martins. Ljungberg, Mm, ouais, non, mais il y avait vraiment des super joueurs qui sont dans cette équipe-là. Et, euh, et je pense aussi qu'ils ont eu un super coach pendant des années qui les a fait évoluer. mm. Le jeu de Seattle, c'est un jeu quand même assez plaisant. Et pour moi, c'est une équipe qui va continuer à gravir des échelons. Mais moi, je voulais poser la question à Jordi. Je voulais savoir euh, comment je pourrais poser cette question. Dans le sens où, voilà, Seattle, cette année, c'était quand même pas les favoris. Et le fait d'être outsider, est-ce que c'est ça qui leur a donné la force de battre, premièrement, les Los Angeles FC, puisque c'était eux les favoris, et ensuite Toronto pour la finale. Bien, en fait, comme tu as dit tout à l'heure là, déjà Seattle a la particularité de toujours faire les playoffs.
même s'il commence mal le championnat. Et cette année, ça a été le meilleur début de toute l'histoire, si on peut dire. Donc je pense que ça nous a aidé aussi. Et ouais, le fait d'être outsider, on jouait sans pression, en étant relâché et on n'a jamais douté de notre capacité à prendre un bon groupe avec de bons joueurs. Donc je pense que ça a fait la différence. On peut rappeler, Est-ce que juste pour donner des chiffres à nos auditeurs, que Los Angeles FC, c'est 72 points hein, cette année, là où Seattle fait 56 points et est deuxième de la conférence Ouest. Et Toronto à l'Est, c'est 50 points, ils étaient quatrième. Bon, ça restait quand même des favoris. Le premier à l'Est, c'était New York City FC avec 64 points. Vas-y Fred, je t'ai coupé. Ouais, non, je voulais savoir comment se comportait Jimmy Traoré, le deuxième français, l'entraîneur adjoint, avec Jordi. Est-ce qu'il lui donne beaucoup de conseils, puisque Jimmy a été aussi défenseur central à Liverpool. Donc voilà, je voulais savoir la relation qu'il pouvait avoir avec Jordi. Non, après, depuis mon arrivée, Jimmy, il m'aide beaucoup. Il essaie de m'encourager, surtout dans les moments difficiles. Après, il donne beaucoup de conseils, donc pas seulement à moi, mais à tout le secteur défensif. Et je pense que sans Jimmy, Seattle ne serait pas à ce niveau aujourd'hui. Et pour répondre à Sylvain, Oui. on sait qu'en MLS, la saison régulière ne compte pas vraiment en fait. C'est au niveau des playoffs que tout se joue. Et les équipes changent de mentalité carrément. Donc on, Salut Jordi, déjà très content de pouvoir échanger avec toi. Si on regarde la saison des Sounders, vous faites quand même quasiment un carton plein parce que vous gagnez l'Heritage Cup, vous gagnez la Cascadia Cup, qui sont pas des vrais trophées entre guillemets au niveau de la MLS, mais qui sont pour les supporters des trophées super importants. Vous finissez par la MLS Cup et pourtant, malgré le bon départ de saison, comme tu l'as dit, il y a eu des gros trous quand même pendant l'année. Il y a eu des moments où vous enchaînez les matchs nuls, les défaites. On sent que c'est un petit peu compliqué. Vous avez une équipe où il y a pas particulièrement de superstars si on compare aux deux équipes de Los Angeles, si on compare à d'autres franchises comme, j'en sais rien, Chicago, DC United ou d'autres. Et pourtant, vous trouvez cette force collective générale pour aller vous métamorphoser, comme tu l'as dit, sur ce qu'est la nouvelle saison, sur les playoffs. Comment est-ce que tu expliques que vous soyez capable de faire ça quand justement les autres franchises qui ont des superstars comme Zlatan, comme Vela, comme Schweinsteiger, comme Rooney, eux n'y arrivent pas? Salut déjà. Ben, je dirais, si tu regardes bien, là où on a franchi cette saison, comme on a un groupe avec beaucoup d'internationaux, là où on a franchi, c'est surtout après les périodes internationales, justement. Mais malgré tout, on a toujours gardé confiance et on a su se reprendre. Maintenant, là où on a progressé cette année, c'est que notre groupe n'a pas énormément changé du groupe de l'année dernière. On a gardé l'ossature et on a ajouté quelques éléments près, ce qui a donné un plus et nous a permis d'arriver jusque-là. En fait, c'était presque un plus de ne pas avoir de superstar, mais d'avoir un groupe très soudé, très uni, avec un niveau peut-être plus homogène. Voilà, c'est ça, puisqu'il n'y a pas d'ego surdimensionné. Tout le monde se bat pour tout le monde et je pense que ça fait notre force. très bien, très bien. Melvin, je crois que tu avais aussi une petite remarque, une petite question aussi pour Jordi. Ouais, pour Jordi et pour Fred, pour le coup. En fait, je me posais la question, vous avez tous les deux choisi de tenter l'aventure américaine à des périodes un peu différentes de votre carrière, mais est-ce que vous pensez qu'on va voir plus de jeunes joueurs français, peut-être, ou français ou même européens, qui peut-être n'ont pas énormément de temps de jeu en Europe, tenter l'aventure américaine, ou si vous étiez à leur place au jour d'aujourd'hui, est-ce que vous privilégierez de tenter cette aventure américaine, peut-être avoir plus de temps de jeu et plus d'exposition médiatique, ou vous préféreriez quand même rester dans les championnats européens? Fredo, tu es avant ou? Ouais, tu veux que je réponde? Ouais, vas-y. Écoute, aujourd'hui, on sait très bien que de toute façon, le niveau à atteindre au niveau européen, il faut qu'il soit quand même exceptionnel. Parce qu'avec les centres de formation qu'il y a et on va dire tous les joueurs, tous les jeunes joueurs qu'il y a sur l'Europe, c'est quand même compliqué. Aujourd'hui, la fédération française est en partenariat avec MLS, avec la Major League Soccer. Donc, ils ont aussi, ils font des détections tout au long de l'année pour des joueurs qui doivent parler anglais, qui doivent avoir le bac. Et ensuite, à partir de ces détections, il y a plusieurs collèges, universités ou même quelquefois des entraîneurs
d'MLS qui sont là pour récupérer des joueurs. Et donc, moi, je pense que on a la chance, nous, Martiniquais, Antillais, d'avoir une proximité avec cette MLS. C'est-à-dire qu'à 3 heures d'avion, on est déjà à Miami. Donc, aujourd'hui, la fédération a fait un centre de formation, on va dire, un centre de préformation pour envoyer des joueurs antillais en MLS. Fédération française de foot, hein. Fédération française de foot, Fred. Ok. Ouais, la Fédération française de foot. Et donc ce centre, il est en Guadeloupe. D'accord. Qui regroupe la Guyane, la Guadeloupe et la Martinique. Donc il y a une détection, donc les meilleurs jeunes vont là-bas. Et c'est pour justement aller en MLS si on n'arrive pas. Bien sûr que le choix numéro 1 des garçons sont sur l'Europe, mais il y a un choix numéro 2. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire sur ce marché américain, parce qu'on voit qu'il y a des Mexicains, il y a de Costa Rica, il y a des Argentins, il y a des Brésiliens, et nous aussi on peut être... Oula, Fred, on t'a perdu. Non, je suis là. Ah, t'es là, ok, bon. Vas-y, on t'écoute. Je ne t'entendais plus, moi, c'est pour ça. Vas-y. Ouais, non, je disais que nous aussi, on avait le droit aussi de faire en sorte d'être sur le marché, puisqu'il y a les Haïtiens, il y a beaucoup aussi les Haïtiens, il y a des Jamaïcains, il y a beaucoup aussi d'îles de la Caraïbe qui se présentaient à MLS. Donc pourquoi pas nous? Simplement, on n'a pas eu encore cette vision de faire cette passerelle entre les Antilles et la MLS. Mais avec ce camp de détection justement caribéen, ça va mieux. Est-ce que c'est la Fédé française qui s'est pas tournée vers la MLS, ou est-ce que c'est la MLS qui a pas regardé vers cette zone-là du monde? Bah, elle le fait, puisque on voit qu'il y a comme je disais tout à l'heure, on voit qu'il y a les Jamaïcains, il y a les Haïtiens, il y a aussi pas mal d'équipes, pas mal d'îles aussi représentées de la Caraïbe. Simplement, nous, les Martinique, Guyane, Guadeloupe, on était plus portés sur l'Europe, sur la métropole surtout. Okay. Et donc, il y a très très peu de joueurs, comme a fait Jordi, qui sortent directement du cursus martiniquais et qui partent directement à MLS. Puisqu'il y a il me semble que sur la détection, il y a un joueur par île qui représente son île. Donc vous imaginez bien qu'il va falloir quand même que ce soit un bon joueur. Un bon joueur, oui. Ça fait très très peu, ouais. Ça fait Martin, très peu. Martin, je crois Martin, une question pour toi, Fred. Oui, bonjour Jordi déjà. J'avais une petite question, c'est une fois qu'on est arrivé en MLS, est-ce qu'on voit cette compétition comme un tremplin pour retourner en Europe, ou est-ce que beaucoup de joueurs comme Jordi ou les Antillais qui arrivent là-bas comptent-ils faire une carrière en MLS? Alors qui répond, Jordi, Fred? Jordi, vas-y, Jordi. Ça dépend des joueurs. Puisque bon, on dira que j'ai 26 ans, en Europe je suis plus ou moins âgé, alors qu'en MLS c'est assez jeune, donc ça dépend des positions, je pense. Après, personnellement, s'il y a une opportunité en France, pourquoi pas, mais là maintenant je pense plus à faire carrière aux États-Unis. Maintenant, je pense que ça peut être bon tremplin aussi pour répondre à la question de Melvin Taylor là, puisqu'on a de bons exemples, comme par exemple Diallo qui joue à Montréal, qui a signé à Lens, ou encore le petit Davis qui jouait à Vancouver et qui se retrouve au Bayern. Il y a aussi Adams qui joue à New York Red Bull, qui joue à Leipzig. Donc je pense qu'il y a quelque chose à faire au niveau des États-Unis. Ok. Ouais, moi je dirais que attention aux États-Unis, parce que déjà les budgets ont augmenté. Ils vont arriver aujourd'hui à faire pas mal de gros transferts, et même si c'est pas encore très médiatisé, on se dit que voilà, la MLS c'est quand même bas de tableau de Ligue 1, voire Ligue 2. Il y a le mondial aussi en 2026, Fred, je crois, le mondial en 2026. Voilà, exactement. Donc
les clubs de MLS, ils vont augmenter aussi, puisqu'ils arrivent à 24, je crois. C'est les 24 clubs professionnels sur tout le Mhm. pays. Mhm. C'est quand même, ça va être quand même Non, un championnat ça a qui, changé, qui- Fredo, pardon. Ça a changé. Ça a Il y a changé? une annonce ce soir, ils seront Ah. à 30. Dans combien de temps? D'accord. On n'a pas encore la date, mais ils seront à 30 bientôt. Voilà, donc ça va être beaucoup, hein. Il y a C'est déjà beaucoup. 2 nouveaux clubs pour cette saison, plus l'année prochaine encore 2 nouveaux. Donc ça veut Exact. dire que voilà, ça va aussi au niveau marketing et au niveau argent, ça va quand même augmenter. Oui, et puis il y a un Et donc club un joueur, du côté de Miami, là, avec David Beckham, là, qui devrait faire parler aussi, je pense. Hein. voilà, exactement. Il y a Nashville qui rentre aussi cette année, l'année prochaine Sacramento, plus d'autres. Wow. Donc à mon avis, dans quelques temps aussi, il y aura des transferts records pour la MLS, des très bons joueurs aussi qui voudront peut-être y aller, parce que il y aura de quoi faire. Angelo, tu avais une question? Oui, tout à fait. Bonsoir Fred, bonsoir Jordi. Déjà Jordi, félicitations pour une saison réussie. Chapeau. Et ça tombe bien, Fred, tu as dit quelque chose qui est exactement aligné avec la question que j'avais. Tu parlais justement du niveau de la MLS comme étant bas Ligue 1, tu sais, bas de tableau Ligue 1. Et moi, je voulais vous demander justement, qu'est-ce que vous pensez manque à la MLS pour vraiment passer un palier dans la qualité de jeu et dans la considération qu'elle aura à l'international? Jordi, tu vas? Ouais, j'y vais. Bonsoir, Il a peur. merci, merci. Non, il n'a pas dit tout. Lance-toi, Jordi, Il hein, a il n'y a dit pas de Fred. problème. Hein. Non, il a dit Fred, c'est pour ça. Ah, ok, vas-y, Ah, vas-y. Non, parce qu'il a dit. Tout Non, simplement Vas-y, Jordi. Non, de mon côté, je dirais que c'est pas le sport premier aux États-Unis, donc ils mettent pas tous les moyens en œuvre. Maintenant, comme justement il y a la Coupe du Monde, ils commencent à se tourner plus vers le football. Il y a de meilleurs joueurs qui s'y intéressent, donc ils commencent à mettre les moyens, à tout mettre en œuvre. D'ailleurs, comme Fred l'a dit, ça va augmenter les budgets et donc je pense qu'ils vont voir le football différemment et ce sera un potentiel aussi pour avoir plus de business. Vécu longtemps aux États-Unis, il est clair que le foot à la base, comme disait Jordi, ils n'ont pas forcément mis les moyens dessus. C'est plus un sport qui était pour les filles à la base. On voit la domination de l'équipe nationale américaine, mais on connaît aussi le potentiel athlétique des États-Unis. Donc s'ils s'investissent dedans, on peut quand même penser qu'à terme, les US sera un championnat avec lequel on pourra compter, c'est certain. Connaissance de ce que font en Europe. Donc ça aussi, ils savent très bien qu'au niveau de l'entraînement, parce qu'ils sont très forts au niveau physique, ils sont très forts sur les données, les datas, etc. Mais après, plus niveau tactique, c'est pas encore ça. Et là, ils prennent encore beaucoup de renseignements et surtout de formation européenne. Et à partir de là, je pense que ça va encore plus augmenter le niveau. Fred, tu penses qu'il y a des coachs aussi de renom qui pourraient franchir Thierry Henry. l'Atlantique? Bon, Thierry Henry, ouais, ça reste encore à prouver en tant que coach, un très très grand joueur, une légende. Mais est-ce que tu penses qu'il y a des coachs un peu établis qui sont un peu laissés sur le carreau en Europe qui auraient Ouais, mais c'est toujours pareil, c'est que tant que la MLS va pas attirer, parce qu'elle a attiré des grands joueurs, mais qui ont déjà 38 ans, on parle d'Ibrahimovic, on parle de Schweinsteiger, on parle de Rooney, mais ils ont déjà fait toute leur carrière en Europe. Mais moi, je pense que justement, un entraîneur, il pourra aller là-bas à partir du moment où ça sera un tout petit peu plus médiatisé. Et c'est ce qu'ils essayent de faire d'ailleurs. Ok. Messieurs, pas de questions pour Jordi? Parfait. Jordi, il est en train de prendre un verre d'eau, il prend un petit verre là, au bord de la plage. Il est au bord de la plage, les pieds dans l'eau. Jordi, j'ai une dernière question pour toi. Champion 2019, est-ce que ça change quelque chose dans ta vie, dans tes futurs objectifs? Et est-ce que à Seattle, tu as déjà senti que les regards avaient changé? On sait que Seattle, c'est quand même une ville de sport. Bon, les Sonics, c'était il y a longtemps, mais les Seahawks sont en ville quand même. On sait quand NHL, une franchise de hockey, va voir le jour dans quelques mois. Est-ce que le regard des fans a changé pour vous? Est-ce que dans la rue, les gens viennent te checker, selfie, etc. Comment ça se passe? Même avant ça, c'était déjà le cas. Dans la rue, on a déjà la deuxième affluence des États-Unis. Les supporters, ils sont vraiment branchés. 40 000, je crois, c'est ça. Hein. Plus de 40 000, c'est ça. Hein. 40 000 de moyenne, voilà, c'est ça. Ok. Donc, c'est courant de se faire interpeller dans la rue, tranquillement. Mais ils sont bien, ils sont pas méchants. Bon, et après le titre, là, c'était vraiment la folie, quoi. Voilà.
Et juste pour répondre, ouais, après le titre, tu sens que il y a un autre engouement, tu as plus de contacts au niveau des clubs et des trucs comme ça, tu vois. Donc tu sens que quelque chose s'est passé. On sent la différence, nettement. On sent la dimension un peu star du football aux États-Unis, comme ils savent bien faire Voilà, quand les équipes gagnent, quoi. on va dire ça comme ça. Dans le respect, en tout cas, et ça, c'est une bonne Voilà, chose. toute humilité. Et Jordi, vraiment, ta présence nous donne beaucoup à réfléchir et pas mal de questions. Et on a une dernière question pour toi avec Benjamin Bernard. Vas-y, Benjamin. Juste un grand bravo à lui dire parce que ce qu'ils ont fait avec Seattle cette année, je trouve que c'est très fort pour avoir un peu suivi la ligue. On en a parlé là il y a quelques minutes. Vraiment, chapeau à eux et j'espère que ça va continuer comme ça. Merci beaucoup, ça fait plaisir. J'espère aussi. Bon, Benjamin, tu vas garder la main, du coup, pour l'enchaînement. Eh ben avec grand plaisir. On passe à la NFL tout de suite. Lamar Jackson qui, dès sa deuxième saison, Benjamin, tu m'arrêtes si je me trompe, casse le record d'une légende comme Michael Vick. Exactement, Lamar Jackson, bon ça fait un petit moment qu'on se doutait que ça allait tomber, juste pour vous rappeler un petit peu qui il est, tu l'as dit, il est quarterback, il fait 1m88, 96 kg, il a 22 ans, il en aura 23 dans un petit mois, ce sera au mois de janvier, et donc pourquoi ça hype cette semaine? Parce qu'il a battu ce fameux record de Michael Vick, record qui datait de 2006, c'est un record de yards parcourus au sol sur la saison, pour celui qui, on va être tout à fait honnête et transparent, à 99,9% va être le MVP de cette saison NFL 2019. Alors, Lamar Jackson, c'est qui? C'est un petit gamin qui grandit en Floride en tant que fan de Michael Vick. Ça tombe bien, est-ce qu'il y a un lien de cause à effet? Ça, je vous laisse en décider. Quand il arrive à la fac, il n'est pas une recrue 5 étoiles, comme on a parfois sur des grosses recrues qui sont très attendues. Lui, il est seulement 4 étoiles. Donc, il décide d'aller à l'université de Louisville parce que c'est la seule qui lui garantit de jouer quarterback et c'est un petit peu ça qui va accompagner toute sa carrière. Lui, il se considère QB, mais les autres, pas tant que ça. En tout cas, il y a pas mal de doutes. Et d'ailleurs, au moment où il décide de se présenter pour la draft NFL, pas mal de scouts lui conseillent, vu son physique et son gabarit, de passer receveur, de ne pas rester QB. Lui, il dit non, encore une fois, je suis un quarterback. Résultat, il est pris au premier tour, certes, mais il est pris très tard, 32e choix par Baltimore, qui a fait un trade avec Philadelphie pour avoir ce choix. Donc, c'est le cinquième QB qui est choisi. Devant lui, il y a Baker Mayfield, il y a Sam Darnold, il y a Josh Allen et il y a Josh Rosen. Aujourd'hui, quand on regarde où en sont ces garçons en NFL, de loin, Lamar Jackson, il est devant tout le monde. Et après avoir été le backup de Joe Flacco sur sa première saison l'an passé, il finit par devenir titulaire suite à une blessure. Il gagne 6 des 7 matchs qu'il joue en saison régulière, excusez du peu. Résultat, qualification en playoff et il devient déjà le plus jeune QB à starter un match de playoff de l'histoire de la NFL. Donc d'entrée, on se dit, attention, là on a quelque chose. Et cette année, il était attendu, donc en 2019, il a tout éclaté. Ceux qui le traitaient seulement de running back en ont eu pour leur argent. Premier match de la saison à Miami, qu'est-ce qu'il nous fait? Bim, Jackson 5 touchdowns à la passe. Oui, à la passe, donc dans les airs pour celui qui était considéré comme un running back. C'est plutôt pas mal. Il va être élu 4 fois joueur de la semaine dans l'AFC. La semaine dernière, en 14e semaine, il est le premier depuis Michael Vick à passer les 1000 yards à la course sur une saison. Cette semaine, il bat le record de Michael Vick qui était donc de 1039 rushing yards. Lui, il a dépassé les 1100. Il lui reste encore 2 matchs à jouer. Alors, pour être tout à fait transparent, c'est pas sûr qu'il joue les deux parce que si Baltimore, dès ce week-end, valide la première place, le seed number 1 de l'AFC, il devrait être au repos sur la dernière semaine, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que celui qui est numéro 1 des votes pour le Pro Bowl, il est en train de redéfinir complètement le poste de quarterback. Il est en train de nous montrer quelque chose qu'on n'avait jamais vu, un peu comme Pat Mahomes, qui était MVP l'an dernier, l'a fait. Alors, il y a des comparaisons qui sont faites avec Mahomes, avec Vick, avec plein d'autres. Ce qui va être important pour lui maintenant, ça sera sa longévité, son physique, parce qu'il a un jeu qui est potentiellement à risque, mais on est déjà en train de se demander, et messieurs, je peux aussi vous poser directement la question, si on n'assiste pas en 2019 à la meilleure saison de l'histoire pour un quarterback. On parle pas du greatest of all times comme Tom Brady ou quoi, mais en tout cas sur une seule et unique saison, Lamar Jackson, clairement, il y a débat, il y a discussion. Merci Benjamin pour cette question, cette problématique qui soulève beaucoup d'intérêt dans le débat. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'assiste pas à la meilleure saison d'un quarterback de l'histoire de la NFL, quand on sait que la NFL fête cette année ses 100 ans? Qui veut répondre à cette question?
Ne vous battez pas, hein, messieurs, il n'y a pas de souci. Moi, je peux donner mon avis si vous voulez, mais justement, en tant qu'extérieur, j'aimerais entendre aussi ce que vous en pensez. Je me disais que c'était plus une question qui allait être pour les spécialistes, mais en petit fanatique à mon niveau de football, il est vrai que j'ai un peu une préférence pour Peyton Manning ou Brett Favre, des mecs un peu comme ça. Mais sur une saison, il est vrai que sur une saison, il a une domination statistique et même dans l'aura qu'il a et l'emprise qu'il a sur son équipe, c'est de mémoire, hein, moi, sur les 10 dernières années, 15 dernières années où j'ai pu vraiment suivre la NFL, j'ai pas souvenir d'un mec qui se soit autant démarqué individuellement, qui ait autant posé son empreinte sur une équipe. Donc après, je n'ai pas la connaissance au-delà de ces 15 dernières années, mais sur les 15 dernières, c'est difficile de trouver quelqu'un qui ait fait mieux. J'ai une question, je vais la prendre, messieurs, après je vous laisse la main. Est-ce qu'il est capable de tenir ce rythme? C'est-à-dire qu'il est très très haut, est-ce qu'il est capable d'enchaîner, déjà finir cette saison, et surtout peut-être de faire la suivante et celle d'après à ce même niveau? Finir cette saison, sauf blessure majeure, je vois pas pourquoi il la terminerait pas comme ça. C'est quelqu'un qui court comme Barry Sanders et qui lance comme Tom Brady. Donc rien que ça, déjà, ça lui donne un arsenal assez monstrueux. Le problème, effectivement, c'est que c'est un jeu qui a un vrai côté physique et on ne sait pas ce que ça donnera quand il aura 28 ou 30 ans, s'il est toujours en forme, par rapport à aujourd'hui où il en a 22, il est dans la fleur de l'âge. Donc là-dessus, il y a toujours forcément débat et il peut suffire d'une grosse, grave et vilaine blessure pour faire péter en l'air sa carrière. On ne lui souhaite pas évidemment, mais il a un jeu qui sera plus à risque que d'autres, ça c'est une certitude. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la NFL est une ligue d'ajustement à l'intérieur des matchs, semaine après semaine, année après année. Le but, c'est d'analyser au mieux ce que font les autres pour le décortiquer, le disséquer et derrière les punir. Donc il faut bien se dire que même si c'est compliqué et que cette année personne n'a réussi, mais il y a bien un moment où ils vont trouver la solution pour un petit peu gêner le Lamar Jackson qui joue comme il joue aujourd'hui et lui aussi va devoir faire évoluer son jeu. Mais s'il n'a pas de soucis physiques et s'il est capable justement d'apprendre lui aussi d'évoluer et de s'ajuster, peut-être que pour 10-15 ans, entre lui et Pat Mahomes, on a deux QB qui vont redéfinir la ligue et qui seront considérés après comme des greatest of all times, un peu comme Tom Brady, quoi. J'ai une question pour toi, moi. Je voulais que tu me donnes ton avis. Est-ce que tu penses, par exemple, qu'un Lamar Jackson pourrait avoir le même succès s'il ne jouait pas avec les Ravens? Parce que j'ai ce sentiment, par exemple, qu'un Tom Brady, qui est clairement dans la conversation du GOAT, du meilleur de tous les temps, ça aurait été intriguant de le voir se développer dans une autre franchise parce que on sait que les Patriots, ils ont un système particulier. Il y a le coach Belichick, donc on pense toujours à Jordan avec Phil Jackson, Belichick avec Brady. Est-ce que Jackson a cette capacité, à ton avis, de pouvoir dominer, peu importe le système de jeu pratiqué? Tu fais bien de parler de ces Patriots avec le trident Kraft, Belichick et Brady. Ce qui est sûr, c'est que oui, à New England, c'est un système qui est en place, qui a fait merveille avec Tom Brady, et je pense que malheureusement pour nous, on aura toujours dans un coin de notre tête de nous dire est-ce que Tom Brady aurait eu tout ce succès et toutes ces bagues s'il avait joué ailleurs? Mais je pense qu'on le saura jamais. Lamar Jackson, c'est seulement sa deuxième année dans la ligue, donc on aura peut-être le temps de le découvrir. Aujourd'hui, ce qui est certain, c'est que le système mis en place par Harbaugh aux Ravens et les différentes pièces du puzzle qui sont là font que ça l'aide aussi énormément parce qu'il a une ligne offensive qui est peut-être pas la meilleure de la NFL, mais qui est une des toutes meilleures. Il a de très bons joueurs de position, il a de très bons tight ends, il a de très bons running backs autour de lui, des receveurs tout à fait capables. Et la défense, elle fait aussi le boulot parce que quelquefois cette saison, Baltimore a eu aussi besoin de sa défense pour gagner. Par exemple, le match contre les Niners. Après, je pense qu'il est trop tôt pour affirmer que Lamar Jackson ne peut fonctionner que dans le système des Ravens aujourd'hui. Il va falloir attendre 3, 4, peut-être 5 ans, voir quand il aura sa première renégociation de contrat aussi, voir si jamais il porte d'autres couleurs avec un autre coach et un autre type de jeu pour qu'on puisse ensuite affirmer il a gagné parce qu'il était à Baltimore et que ça lui correspondait parfaitement, ou alors Baltimore a gagné parce que Lamar Jackson est le joueur qui ferait gagner aujourd'hui n'importe quelle équipe. Messieurs, dernière question pour Benjamin. Je crois que Martin, tu voulais réagir aussi sur le cas Lamar Jackson, ou peut-être que Benjamin a répondu à ta question. Exactement, oui, il a déjà pas mal parlé de Lamar Jackson. Je voulais savoir, par exemple, quand ça va être au niveau playoff, parce que les Ravens
un chemin doré vers les playoffs. Est-ce que justement avec son jeu de course ou quand les espaces vont être plus serrés pour la passe, est-ce que ça peut pas être dangereux pour son corps? Tu en as peut-être parlé tout à l'heure, mais est-ce que ça peut être pas dangereux pour son corps de jouer à la course et quand les solutions vont être de moins en moins évidentes, il va vouloir un peu mettre les œillères et jouer de la course, ce qui pourrait être dangereux contre des équipes très physiques qui vont arriver pour les playoffs? C'est dangereux. Quoi qu'il en soit, de toute façon, un QB qui court, c'est dangereux et à un moment donné, vous prenez des risques, même sur un petit QB sneak, vous savez, ces gestes où le QB récupère le ballon au cul du centre et doit juste balancer, glisser vers l'avant pour aller chercher souvent un demi-yard ou un yard, ça peut être très dangereux. On l'a vu cette saison avec Pat Mahomes qui s'est blessé comme ça. Maintenant, c'est son jeu. Lamar Jackson, c'est un athlète. Là-dessus, je crois qu'on peut pas en douter. Il a un corps qui est sculpté comme pas possible et qui est extrêmement dur au mal parce que des vrais contacts, des vraies boîtes, il en a pris cette année et à chaque fois il s'est relevé. Après, si on regarde, et ça c'est fort aussi, c'est une partie grâce à lui, une partie grâce à sa ligne offensive. Très souvent, il va parcourir 7, 8, voire même 10 yards, notamment sur des bootlegs, avant d'être contacté, de prendre un choc. Ce qui fait que il prend des boîtes, mais pour moi, il en prend moins qu'un running back aujourd'hui qui va foncer tête baissée dans la boîte et entre les tackles. Et donc, ça lui permet d'être quelque part un petit peu ménagé aussi. Et s'il a survécu à 17 semaines de saison régulière, je vois pas pourquoi il survivrait pas à 1, 2, 3 ou 4 matchs de playoff. Est-ce que ça répond à ta question, Martin? Et oui, parfaitement. Après, on va voir s'il arrive à aller au bout avec ce type de jeu, mais c'est sûr que c'est une saison incroyable pour Lamar Jackson et pour la NFL. Bon, en tout Hype cas, sur ce sport, quoi. En tout cas, ouais, il n'y a pas plus hype que Lamar Jackson et les playoffs qui vont commencer vont vraiment porter encore plus d'intérêt sur sa capacité justement à hisser son niveau de jeu, à lire les défenses et à être en mesure de garder son niveau pour amener les Ravens jusqu'au titre, au moins jusqu'au Super Bowl. Moi, je les vois aller loin, je les vois aller très très loin. Après, on n'est jamais à l'abri d'une blessure, mais je les vois quand même, en tout cas, je le vois conserver son niveau et être capable d'amener les Ravens au Super Bowl. Donc il va falloir suivre ça de près. Benjamin, merci. Je ne sais pas si tu avais d'autres points à ajouter sur Lamar Jackson. On pourrait faire la nuit là-dessus, mais je pense qu'on a été plutôt complet. Je vous propose de passer à la NBA, le dernier volet de notre émission cette soirée, et plutôt gros volet. On sait que la NBA, depuis 90, je crois, est le premier match d'une équipe NBA à Milan, depuis rêve de s'étendre sur le monde et de développer des marchés, voire des franchises, et voire même des athlètes sur le monde entier. Qu'est-ce qu'il en est un peu de cette volonté de s'étendre à travers le monde? On a l'impression que c'est un fantasme et puis des fois on se dit que ça peut être possible sur le plan technique et business. Qu'est-ce que vous en pensez, Angelo, Melvin, de cette volonté de s'étendre de la NBA sur le monde? Et est-ce qu'on peut faire des différences entre certains marchés, l'Asie, l'Afrique, l'Europe, l'Amérique du Nord par exemple? Melvin, je te donne le... Tu veux que j'y aille? Ouais, tu commences et je complète après. Ouais, ok. Alors pour moi, je pense que la NBA c'est déjà un sport global au même titre que le foot. C'est peut-être les deux seuls sports qui sont vraiment partout dans le monde aujourd'hui. Alors après, ils le font de façon assez différente. Et une des raisons pour laquelle on a voulu choisir ce thème aujourd'hui, c'est parce que la NBA a annoncé la semaine dernière qu'elle allait avoir une franchise de G League, donc la ligue de développement, à Mexico City. Donc on peut se dire bon, c'est la G League, c'est pas énorme, mais c'est quand même ce sera la première franchise affiliée à la NBA hors États-Unis ou Canada. Donc c'est assez important et ça montre un peu peut-être la prochaine phase d'expansion de la NBA. Donc jusqu'ici on a eu plusieurs phases. On a eu les matchs à l'étranger, que ce soit les matchs de pré-saison qu'il y a eu par exemple cette année en Chine, en Inde, au Japon, on a eu souvent en Europe. Il y a aussi les matchs pendant la saison, donc comme avec le match qui aura à Paris le mois prochain entre les Bucks et les Charlotte Hornets de Nicolas Batum. Tout à fait. Mais on a aussi un aspect marketing, donc avec l'arrivée de plus en plus de joueurs étrangers en NBA, la NBA a fait un super boulot pour utiliser ces joueurs dans leur pays pour augmenter la part de marché de la NBA dans ces pays-là. Donc on l'a vu. Ouais. C'est intéressant ce que tu dis. On peut déjà noter une différence entre
les airs Tony Kukoc, Vlade Divac, qui étaient déjà des joueurs assez influents en NBA, mais qui n'étaient pas exploités d'un point de vue marketing par la NBA. Aujourd'hui, on sent vraiment qu'il y a une différence avec des Luka Doncic, avec des Porzingis, où on les met vraiment au centre d'un projet, on les expose, et bien sûr, sur l'intérêt communication et marketing, ça fait tout son sens dans le développement de la ligue dans le monde. J'oublie même des Joel Embiid, etc. Donc voilà où déjà on peut noter une différence entre l'expansion de la NBA, on va dire before les années 2000 et depuis les années 2000 et voire un peu après les années 2010 surtout, on voit vraiment un changement notable sur le plan de l'intérêt marketing. Oui, oui, tout à fait. Et aussi, je pense que ce qui a fait changer les choses, c'est que quand tu mentionnes les Kukoc, les Sabonis, etc., c'était des joueurs, mais des joueurs de complément. Alors que si tu regardes le début des années, c'est Tony Parker, c'est Nowitzki, c'est Gazol, c'était des franchise players. Donc c'est pour ça, je pense que la NBA a vraiment sauté sur l'occasion et elle essaie d'aller encore plus dans ce sens-là. Moi, j'ai eu l'occasion lors du All-Star Game il y a 2 ans à Los Angeles de discuter avec le dirigeant de la NBA Europe qui nous expliquait que ils allaient mettre en place des matchs en prime time en Europe. Donc on le voit par exemple cette année avec, je crois qu'il y a une quarantaine de matchs qui se sont joués en prime time en Europe. Donc ils continuent dans cette logique-là. Donc c'est vachement intéressant. Angelo, peut-être que tu as un point aussi à nous dire sur l'expansion un peu de la NBA, ton avis tout simplement. Je suis tout à fait d'accord avec Melvin. Je pense qu'il y a un truc qui est important. Déjà, dans le plan d'expansion de la NBA, il y a une logique économique qui est respectée. Mexico, c'est pas par hasard. Il y a les accords d'échange entre le Canada, les US et le Mexique. Donc, ça facilite l'instauration d'une franchise. Et la proximité géographique également va aider à tout ça, puisque Mexico, c'est border de l'Arizona, du Texas, de la Californie, c'est juste à côté. Donc, ça permet tout de même, logistiquement, d'avoir un échange plus rapide. Et il y a une logique qui est respectée dans cette idée. Ensuite, on sait aussi que la NBA, c'est une machine de guerre. Donc, quand on voit, par exemple, les tensions politiques qui existent entre la NBA et la Chine en ce moment, il y a toujours un plan B. Il y aura toujours une idée d'assurer le développement économique du modèle NBA. Donc, si c'est pas en Chine, ce sera ailleurs. Et on sait très bien que David Stern avait déjà mis en avant toute cette perspective d'expansion en Europe. On peut penser à Londres qui est souvent émis comme grande priorité. Paris, c'est une ville dont l'Euroleague et la NBA attendent un développement au niveau basket. Et on sait très très bien que dès qu'il y a un club majeur qui soit, on va dire, légitime à Paris qui s'installe, toutes les portes leur seront ouvertes dans cette idée-là, puisqu'il y a les NBA Games à Londres, il y a les NBA Games à Paris. Donc j'ai envie de penser à la NBA comme étant cette force surnaturelle qui veut étendre son pouvoir et qui recherche les ressources aux quatre coins Quelque chose d'irréversible, quoi. Oui, tout à fait. L'impérialisme américain, quoi. Oui, mais c'est aussi cette ambition. Je pense qu'il faut voir le bon côté des choses. C'est cette ambition de faire du basket le sport numéro 1 au monde. Ça reste à travers le modèle américain. Mais c'est dans cette idée, une fois de plus, de globaliser ce sport. Les JO de 92 avaient été un franc succès. Et il y avait, je pense, ce plan déjà dans la tête du commissioner d'envoyer les plus grandes stars, parce qu'il aurait très bien pu envoyer une équipe de pros. Il n'était pas obligé de faire appel aux meilleurs des meilleurs. Et ça a été un énorme coup marketing qui a été réussi, mais contrairement à nous en France, et on peut en parler du hockey, on peut parler même du basket avec la médaille d'argent des JO de 2000 qui n'a jamais vraiment été mise en avant et qui n'a pas aidé au développement du basket. La NBA, elle, c'est une machine de guerre marketing qui a su maximiser le retour sur l'image et tout l'aura qu'a créé les JO de 92. Ouais, c'est intéressant ce que disait Angelo. Un des points qu'il a mentionné que je pense que les gens omettent souvent, c'est que quand on parle de Mexico City, comme il l'a dit, c'est l'aspect logistique est très important. Donc quand on se met à parler de il y aura peut-être une franchise NBA à Paris ou peut-être une franchise à Londres, ou même on a eu certains internautes qui nous parlent
potentiellement d'une division en Europe, à mon avis, il y aura quand même quelques années, même peut-être voire des décennies avant que ça arrive, parce que ça pose des énormes problèmes logistiques de quand est-ce que les matchs seront retransmis, les déplacements. On a parlé du load management lors de l'épisode 1, donc c'est tout ça rentre en compte. Après, sur l'impérialisme américain, comme tu disais, Sylvain, je pense que la NBA est très intelligente sur ce qu'elle fait. C'est une ligue qui est innovante. Donc là, par exemple, l'utilisation de la G-League, c'est pas nouveau. Elle utilise la G-League comme un laboratoire d'innovation. Par exemple, le Coach Challenge qu'on a cette année en NBA, elle vient de la G-League. Donc ils font pareil avec l'expansion aujourd'hui avec City, mais ils essayent aussi d'autres. Ils mettent pas tous les œufs dans le même panier. C'est-à-dire que par exemple, donc on a parlé des matchs à l'étranger, on a parlé du marketing. Il y a aussi des académies qui poussent un peu à droite à gauche en Afrique, en Inde, en Asie. Exactement, mais on a aussi des ligues. Donc par exemple la Africa League qui a vu le jour. On sait aussi qu'ils collaborent avec l'Inde et avec les fédérations, donc la fédération indienne et la fédération chinoise pour aider leur ligue, leur ligue nationale. Donc même si c'est pas estampillé NBA, ils arrivent quand même. Ils ont un peu on parlait de calamars plutôt, un peu les tentacules de la NBA sont là et sont en train de vraiment d'englober tout le globe, mais de le faire de façon minutieuse et très diverse. Alors, je voulais rebondir sur ce qui a été dit, je crois que c'est Angelo qui parlait du marché asiatique. Ou non, plutôt Melvin, tu disais que si jamais on se développe pas en Asie, en Afrique, ce sera ailleurs. Par contre, le marché chinois, est-ce que la NBA peut se passer de ce marché-là? Et quid des tensions qui ont eu lieu cet été? Est-ce qu'aujourd'hui, le marché chinois est toujours un marché qui intéresse la NBA? Est-ce qu'il y a un potentiel développement encore sur ce marché? Ou est-ce que la NBA peut mettre ce marché-là de côté et se dire on va aller en Afrique et ça nous ira bien? Je pense que la Chine est un marché dont la NBA peut se passer, mais ne veut pas se passer. C'est-à-dire qu'elle n'est pas à risque. Elle peut se passer de la Chine. Plus d'1 milliard d'habitants. No way. Tu penses que la NBA, Melvin, peut se passer de la Chine? Bah non, je pense qu'elle peut pas se passer de la Chine. Non, mais donc c'est ça que j'essaie de dire, c'est que économiquement, c'est une grosse perte, mais la NBA et son aura ne va pas disparaître si elle fait pas marcher avec la Chine. Ça lui fera du mal à ses finances, mais ce n'est pas comme s'il va y avoir une récession qui va faire que tout s'écroule non plus. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense. Oui, non, sur ça, je suis d'accord avec toi. Elle survivra même sans la Chine. Après, par contre, il y a un point intéressant sur les finances, c'est qu'il y a beaucoup d'argent qui vient de Chine aujourd'hui. Et si tu as moins d'argent, ça veut dire que ça va impacter le salary cap, ça va impacter les salaires, ça va potentiellement impacter aussi les contrats télé. Donc c'est comme le disait Sylvain, plus d'1 milliard d'habitants, tu peux pas vraiment t'en passer. Alors après, tu peux avoir des plans B en Inde, en Afrique, etc. Mais on connaît l'engouement, malgré ce qui s'est passé il y a quelques mois en Chine, on connaît l'engouement des Chinois pour la NBA. Donc je pense qu'ils arriveront à trouver une entente. Exactement, parce qu'il faut pas oublier que ça va un peu dans les deux sens. La Chine est peut-être le plus gros consommateur mondial de NBA. Il y a un fanatisme pour le basket très prononcé. Donc à ce moment-là, sur les revenus et ce que ça génère économiquement pour la Chine, il y a aussi tout le merchandising NBA qui se fait en Chine. Donc il y a beaucoup de choses, on va dire, en arrière-plan qui se passent économiquement pour la Chine. Donc le fait d'avoir ces tensions-là et une rupture potentielle de partenariat entre la Chine et les États-Unis fait du mal aux deux de toute manière. Donc je pense que il y aura une résolution à ce niveau-là. Je voulais rebondir sur un truc, Melvin. Tu parlais justement des difficultés logistiques pour mettre en place une équipe NBA, peu importe l'endroit. Il ne faut pas oublier que la masse salariale, parce que les coûts d'opération pour une équipe NBA, c'est avec une masse salariale minimale de 90 millions de dollars. Donc c'est pour ça que c'est très compliqué à l'échelle européenne de pouvoir trouver aussi un lieu, une équipe, une ville qui soit apte à subvenir à ces besoins-là. Ouais, tout à fait raison. Et puis après, tu as aussi si on parle du modèle économique, tu as aussi aujourd'hui, par exemple, les droits télé sont répartis entre les 30 équipes. Si on commence à ajouter, disons, carrément une division Europe avec au minimum 5 ou 6 équipes, ça veut dire que tu partages le gâteau, non plus en 30, mais en 36. Donc, est-ce que les propriétaires voudraient faire ça?
peut-être pas. Donc moi, je pense que s'il y a une expansion du nombre de franchises, ça viendra peut-être plus à Mexico City, ça viendra peut-être plus avec une deuxième ou 2 ou 3 nouvelles franchises au Canada, bien avant une franchise en Europe ou même en Asie. Ouais, bien sûr. Et on sait très bien que les deux villes préférées dans une idée d'expansion aux States seront Seattle et Las Vegas. On sait que l'implantation de la NHL à Las Vegas, ça a été un franc succès. Hein. Dès leur première année, ils sont allés en finale de la Stanley Cup. Si je dis pas de bêtises, faut me corriger, hein, Charlie. Donc, et en plus, Vegas, on voit aussi qu'au niveau de la WNBA, ça a été un franc succès. Ils ont des infrastructures qui permettent d'accueillir les plus gros événements sportifs, par exemple les tournois finales NCAA. J'ai une question pour toi, Angelo, du coup, je me permets. Quelle est la priorité de la NBA, du coup? Est-ce que c'est de développer ses marchés en son sein? Quand on voit New Orleans et des places vendues à $3 pour aller voir un match, est-ce qu'il ne faut pas remplir ou aller sur des marchés pour développer en son sein son produit? Ou est-ce que la priorité, c'est d'aller conquérir des marchés overseas? Qu'est-ce que doit faire la NBA? Alors, ce que doit faire la NBA, je pense qu'il y a tout un mécanisme économique qui est beaucoup plus compliqué, qui je pense, est démontré dans le fait que jusqu'à présent, ils n'ont pas cherché à avoir de nouvelles équipes d'expansion à l'échelle américaine. Alors qu'on sait très bien que Seattle supplie la NBA depuis maintenant une dizaine d'années de retrouver une équipe. Las Vegas est toujours dans les bons coups pour ce qui est du showtime, de l'entertainment. Donc dès qu'il y a la possibilité d'accueillir une nouvelle équipe, ils sont sur le dossier. Donc puisque la NBA ne l'a toujours pas fait, ça veut dire que économiquement, c'est pas suffisamment lucratif pour eux. Mais la préparation à grande échelle d'une implantation en Europe et dans les autres pays, c'est un énorme dossier qui pourrait générer énormément d'argent. C'est pour ça que je pense qu'ils sont plus concentrés sur un travail à grande échelle que sur l'implantation à court terme de franchises sur le plan géographique proche. Et c'est aussi toute une logistique dans l'organisation du schedule, le nombre d'équipes, c'est-à-dire que de rajouter une équipe, ça rendrait les choses très compliquées pour avoir trouvé un équilibre. Donc, il faut au minimum 2, voire 4 équipes. C'est-à-dire qu'ils pourront le faire que si c'est 2 équipes d'un coup. C'est pour ça qu'ils ont fait Toronto et Vancouver et pas juste Toronto, par exemple. Ça se fait forcément dans une dynamique mathématique, si tu veux. Donc, ce sera soit 2, soit 4, soit plus. Donc, c'est pour ça que je pense qu'ils sont concentrés sur une expansion à l'échelle européenne où ils seraient. Il y avait même eu la mention de potentiellement incorporer l'Euroleague. Hein. Ça a été une conversation qui a eu lieu dans les années 2000. Il y a déjà eu ce partenariat qui a eu lieu. Qui dure encore. J'ai pas l'impression que ce soit vraiment à l'ordre du jour, mais effectivement, c'est des conversations qui ont encore lieu. Exactement. Mais si, pour que ce soit un truc intéressant pour la NBA, il faut que toutes les grandes villes majeures soient dans le coup, en fait. C'est-à-dire que c'est pas simplement de faire une franchise à Londres, parce que au niveau logistique, après dans le calendrier, de se déplacer les équipes en Europe juste pour un match ou 2, il y a plus de logique. Par contre, tu peux faire des tournées à l'échelle européenne, où tu vas faire Paris, Barcelone, Moscou, Londres, bam 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 bam. Là, ça prend tout son sens économiquement. Ouais, et je pense que ce que tu disais, Angelo, Adam Silver a fait une annonce. Donc, à chaque All-Star Game et à chaque finale NBA, il y a une conférence de presse d'Adam Silver, donc le commissionnaire de la NBA, et il a très clairement dit qu'il n'allait pas avoir d'expansion de nouvelles équipes en NBA dans un futur assez proche, même si on parle de Seattle, même si on parle de Vegas. Mais je pense que à court terme, ce sera plus les États-Unis, mais comme le disait Angelo, il y a une vision, la NBA a une vision internationale, et donc elle commence à planter des seeds à droite à gauche à travers tous les trucs qu'on a mentionné là pendant les 10 dernières minutes, donc les ligues, les académies, les matchs à l'étranger, les matchs en prime time, pour avancer sa position et pour pouvoir potentiellement passer à l'offensive dans un futur un peu plus lointain. Ok, bon, pour conclure, messieurs, parce qu'on en dit beaucoup et c'est un débat à mon avis qui va rester encore d'actualité. La priorité de la Ligue, c'est quoi? C'est de conforter, développer son produit en interne et ensuite structurer encore plus le projet pour aller s'étendre sur des marchés peut-être plus juteux.
C'est une conclusion qu'on pourrait faire? Oui, je pense que et c'est démontré par le fait qu'il n'y a pas encore eu de nouvelle expansion depuis 95. Et surtout, il y a eu une explosion du salary cap. Il y a maintenant des contrats qui existent, qui sont insensé en comparaison à ce qu'étaient les contrats qu'obtenaient les plus gros joueurs de la NBA à l'époque. Il n'y avait que Jordan qui était une exception avec 30 millions de dollars à l'année. Là, tu te retrouves avec des role players qui obtiennent des contrats à 55, 56 millions de dollars sur 4 ans en ayant des moyennes de 5 points, 4 rebonds. Donc, la redistribution économique, les nouveaux bargaining agreements qu'il y a au sein de la NBA font que je pense qu'ils veulent d'abord s'assurer qu'économiquement, ce système soit viable à long terme pour potentiellement s'expandre à l'échelle américaine. Et bien entendu, comme tu l'as expliqué, hein, Sylvain, et comme je pense l'a bien décrit Melvin, il y a cette volonté de s'expandre à l'international parce que à terme, c'est la conquête du monde. Eh ben, on va s'arrêter là pour la NBA. C'est vraiment très très riche. Je vous invite, chers auditeurs, à continuer la conversation sur nos réseaux sociaux et puis à nous donner vos avis, que ce soit sur la NFL, la MLS, la MLB qu'on a évoqué un petit peu plus tôt, l'avenue aussi de Jordi, qu'on salue, hein, qui a dû partir contraint à des obligations. Écoutez, on a fait le tour. Je voulais, messieurs, vous remercier pour vos analyses toujours aussi fines. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci à toi. Pas de problème, pas de problème. Merci Sylvain. Pas de souci, on en prend l'habitude. Juste avant de vous laisser, messieurs, on va faire le tour un peu de vos actus, savoir un peu où est-ce qu'on peut vous retrouver, quelles sont les programmations à venir sur les différentes chaînes. On va commencer par toi, Charles. Yes, vous pouvez toujours suivre la NHL sur Canal+, 2 matchs en différé par semaine, le mardi, le jeudi et de temps en temps le dimanche, un match en direct, ce sera le cas dimanche prochain. Vous pouvez suivre mon actualité personnelle sur Twitter où je parle du hockey. En général, vous pouvez me poser des questions et je donne le calendrier et les horaires des matchs diffusés sur Canal+. Parfait. Charles, j'ai une mission pour toi, je le dis à l'antenne. On verra si tu peux relever le challenge. On aimerait avoir un Français de la NHL à l'antenne. Charles. Ah bah c'est l'objectif et puis je vais essayer de travailler pour en ramener un, ce serait beau. Un beau cadeau de Noël. Bon, ok. Affaire à suivre, on en reparlera. Martin, The Strikeout, quelles sont les news à venir? Est-ce que vous avez des petites choses à nous raconter? Écoute, oui, là on est en plein dans la période des transferts et des signatures des free agents, donc n'hésitez pas à venir nous suivre sur les réseaux sociaux. On tient à jour toutes les actualités. Il risque encore d'avoir quelques millions de dollars dépensés en MLB, et puis sur notre site on prépare pas mal de petits best-of sur les top 10 de la décennie, et ça devrait arriver d'ici 2020. Ok, on va suivre ça de près. Je parle pour Ben, puisqu'il a dû nous quitter aussi, retenu par des obligations personnelles. Vous pouvez retrouver la NFL sur les antennes du groupe Beansport, et notamment le dimanche soir à partir de 19h pour le Red Zone. La NBA, c'est aussi chez Beansport en France, et notamment toutes les nuits, et le magazine NBA Extra chaque jour à 12h45, présenté par Marie Patrux et toute sa clique. Donc voilà pour la NBA. Melvin, rédacteur pour Basket USA, quelles sont les prochaines petites interviews, petites news qu'on attendra sur le site notamment? Ouais, alors on a la venue de Phoenix et d'Eli Okobo la semaine prochaine, il me semble en fin de semaine prochaine au Chase Center. Donc on fera une petite interview avec le meneur des Suns, un peu à l'image de celle qu'on a pu faire avec Frank Nilikina cette semaine, qu'on a publié sur les réseaux sociaux. Et après, je pense qu'il y aura, comme j'ai pu faire avec Franck, où j'ai aussi pu faire une interview papier sur sa préparation défensive. Je vous concocterai un petit quelque chose avec Eli. Parfait, on attend ça avec impatience. On publiera bien sûr la vidéo d'Eli Kobo sur nos réseaux. On te remercie d'ailleurs, Melvin, pour ta dispo et pour tout ce que tu permets à Hype d'avoir en termes de contenu. C'est très très appréciable d'avoir les portes ouvertes de la NBA comme ça et d'avoir les joueurs comme si on était à côté d'eux. C'est vraiment très très appréciable. Le Tsar, qu'est-ce que tu nous réserves pour la semaine à venir?
J'ai des petits projets là. Déjà, je tenais à dire MVP. MVP. Voilà. S'il fallait le dire à l'antenne, le MVP, c'est Melvin. Mon Slipe Bro. Voilà, on a inventé le Slipe Bro. Ça y est, les gars sont in the zone, quoi. Ça y est. In the zone. Non, je suis en train de travailler sur un projet personnel hein, dont tu connais le contenu, Sylvain. Mais donc, je vous réserve la surprise avec des podcasts vidéo, avec un contenu un peu exclusif et personnalisé pour le tout début d'année, là, en janvier. Donc, ça se goupille bien. Et puis voilà, toujours. J'ai entendu podcast, hein, c'est ça? Tout à fait. Podcast vidéo. Et donc les infidélités, voilà, ça va surtout être ces couvertures de la NBA. Tous les podcasts concernent la NBA et la NBA seule pour le moment. Et c'est vraiment un truc qui me tenait à cœur. Donc voilà. Absolument aucun problème. Et tant qu'on parle de sport et de sport US, ça nous va très bien. On est obligé de conclure. J'ai oublié personne avant de conclure. Martin, non, c'est fait. Non, on est bon, je crois. On est bon. Eh ben, écoutez, merci pour cette troisième opus de Hype. On espère vous revoir dès la semaine prochaine. N'hésitez pas à commenter, à nous dire ce que vous pensez. Et on récolte tous les avis. On essaie de vous répondre quand c'est possible. On vous dit à la semaine prochaine parce qu'il y aura encore une émission avant les fêtes de Noël. Ouais, on est comme ça, nous. On lâche pas l'affaire. Et on vous souhaite une bonne semaine de sport US. À bientôt. Ciao, bye.